Gérard Magnier. Pour commencer, je ferai juste une petite remarque déjà sur le mot expert. Depuis le matin, on nous dit voilà, il y a 4 experts qui sont là, etc. Précisément, je crois que le principe de ce débat, c'est que tout le monde est expert de quelque chose dans ce débat, depuis le point où il est, depuis le point où elle est. Et il y a simplement quelques personnes particulières à qui on a confié une mission d'avoir un regard spécifique sur tel ou tel sujet en fonction de leurs compétences. Donc moi, et de leur qualité, de leur expérience. Donc je dois déjà vous dire depuis où je parle. Je suis le délégué général d'une association de collectivités territoriales européennes qui s'appelle Energy Cities et qui réunit environ 1 millier de collectivités locales d'une trentaine de pays, dont le Conseil régional de Bourgogne. Et à ce titre, ça me donne l'occasion d'avoir une vue un peu plus, disons avec un peu de recul, un peu plus de diversité sur ce qui peut se passer en Europe sur ce sujet. Donc c'est un point qui, disons, je pars depuis ce point-là, et donc c'est pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Alors, dans les points qui ont été déjà abordés jusqu'à présent, je crois qu'on peut retenir déjà un premier élément, c'est que dans la transition énergétique, on part d'une situation où on était plutôt dans le mono, et on va plutôt vers une situation où on est dans le multi. C'est-à-dire on allait d'une situation où c'était plutôt l'offre qui était prédominante, l'offre centralisée, et on va plutôt vers la maîtrise de la demande qui est forcément diffuse, etc. On était vers une politique, je dirais, si on prend le système électrique qui surdétermine notre système énergétique, un système un peu château d'eau, et qui fonctionnait comme un organigramme d'administration, si on veut, et on va vers un système Internet. C'est-à-dire, on va vers un système où les producteurs-consommateurs sont plus hybridés. Et ce qui fonctionne dans Internet, ce qui fait notre culture aujourd'hui, eh bien, c'est le fait que nous sommes producteurs-consommateurs d'informations, et sans ça, ça ne marche pas. Et donc, on va plutôt vers quelque chose comme ça. On était dans les technologies qui étaient des grosses technologies centralisées, et on va aller vers des technologies qui sont beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus multiples, et qui concernent non seulement l'offre, mais qui vont concerner la maîtrise de la demande, la régulation, la programmation, l'isolation, les nouveaux modes constructifs, etc. Et puis aussi, bien sûr, dans le domaine de l'offre sous des formes moins centralisées ou plus décentralisées, de cogénération, de ressources renouvelables, etc. Et donc, on s'aperçoit simplement quand on a ce petit œil-là, qu'en passant du mono, d'ailleurs je voudrais rajouter le mono-État, vers le multiple collectivité territoriale et aussi, j'ai dit, acteur du marché au sens large, j'ai entendu que l'acteur du marché, ça commence par un ménage qui installe du photovoltaïque sur son toit, c'est-à-dire à partir du moment où ça fonctionne plus selon un système, je dirais, comme on l'a connu dans le temps. Donc on va du mono vers le multi. Alors ça, je pense que c'est le trait dominant. Alors, ça a quoi comme conséquence? Ça a comme conséquence qu'en termes de domaines qui sont concernés, on change complètement de domaine. Alors qu'avant, mais maintenant, on est dans la représentation du domaine de l'énergie. Si on pose la question, pour toi, c'est quoi l'énergie? C'est quoi le domaine de l'énergie? Les réponses, elles vont être autour de production d'électricité, ou être autour de réseaux de gaz, autour de choses comme ça. Mais les domaines aujourd'hui de l'énergie, dans le nouveau paradigme vers lequel on va, ce sont des domaines qui sont très différents. C'est le domaine du bâtiment, c'est la sylviculture, c'est les transports, c'est donc le domaine de la gestion proprement dite d'équipements, c'est le domaine de l'urbanisme, on pourrait citer la liste à l'infini. Donc là encore, on passe d'une situation, d'une certaine représentation qu'on a des acteurs de l'énergie, vers une autre représentation, et précisément la diversité des acteurs qui sont ici et qui sont appelés à intervenir dans le débat, et ceux qui sont tous experts à leur niveau, eh bien, témoignent de ça. Ça veut dire que, bien sûr, parce que quelqu'un qui dit multiplicité de domaines, qui dit forcément multiplicité d'acteurs, et là, on va s'apercevoir que on va rentrer dans un système qui va un petit peu changer, ou même sensiblement changer par rapport au système précédent.
Parce que ça entraîne des mutations, effectivement, d'ordre économique, d'ordre professionnel et d'ordre social ou sociétal. Des mutations qui sont économiques et industrielles, dans ce sens que les produits industriels ne vont pas forcément être les mêmes que les produits industriels du passé. On va vers plus de diversité, comme je l'ai indiqué. Les entreprises, c'est peut-être moins les grosses entreprises, mais plus de PME, plus de TPE, parce que c'est là où ça se passe, y compris le secteur agricole qui doit jouer un rôle plus important dans cette direction. Et puis c'est aussi une mutation économique au niveau de la plus-value énergétique. Si on est dans la plus-value énergétique, la plus-value de l'économie énergétique, s'il y a davantage d'argent qui reste sur le territoire, parce qu'on a mis en place des systèmes où on peut acheter de la ressource locale et on peut davantage participer à la maîtrise des consommations sur ce bâtiment, tout ça, c'est du travail local et tout ça, c'est de l'argent qui reste localement plutôt que de faire des grands circuits et parfois très très loin. Donc ça va aussi changer ça. En termes de mutation professionnelle, forcément, c'est des mutations dans les métiers, c'est des mutations dans les façons, dans les métiers en général. Il y a des secteurs en croissance et des secteurs en décroissance, mais à l'intérieur de certains domaines, comme par exemple le secteur du bâtiment, c'est une mutation professionnelle considérable, qui amène les entreprises à ne pas voir les choses de façon séparée, mais de façon intégrée, parce que c'est en optimisant des systèmes de efficacité, et pas simplement en ajoutant des produits les uns à côté des autres, et bien sûr ça va nécessiter une action de formation qui est très importante. Et en termes de mutation, je dirais, sociale ou sociétale, il s'agit de mettre la population à l'abri de la précarité énergétique pour les décennies qui viennent, et donc c'est un enjeu fondamental, et je dirais la précarité tout court, parce que la précarité énergétique par l'énergie autrement, c'est déjà parce qu'on est aussi précaire, et donc c'est aussi des questions qu'il faut voir avec le discernement nécessaire. Et quand je vois des territoires qui se prennent en charge, on avait vu tout à l'heure avec Madame Louis, on le voit à d'autres endroits, en Bretagne ou autre, quand les territoires se prennent en main, ils se disent on leur dit pourquoi vous faites ça? Parce qu'on est pauvre, on n'a pas de ressources, donc c'est pas une histoire de bobo qui voudrait faire un truc sympa parce qu'il aime ça. Non, c'est pas de là que ça vient. Ça vient de dynamiques où on voit qu'on va vers finalement une culture nouvelle, où on se sent plus responsable et aussi on se sent plus optimiste vis-à-vis de l'avenir. Juste une petite discussion auparavant sur l'histoire du bois montre que quand on cherche ça au niveau d'une communauté de communes, on a la responsabilité de son patrimoine au niveau communal et on va faire attention à tout ça. Alors que plus on est loin, plus tout ça, ça ne représente rien, c'est peanuts. Mais quand on est tout près, une petite ressource, c'est important. Et la gestion précautionneuse de ces ressources, c'est très important. Parce qu'on sait bien qu'en tant qu'élu, il y a besoin de gérer longtemps. Alors bien sûr, tout ça, ça va s'accompagner de résistance, hein, c'est tout à fait clair. Il n'y a pas, vous savez, la formule de Gramsci qui est que le vieux tarde à disparaître, le neuf tarde à naître, et, poursuit-il, et entre les deux, des démons qui peuvent tout apparaître. Alors, forcément, le passage d'un point à un autre fait qu'il y a des intérêts qui sont un peu discutés, que ce soit des intérêts économiques, des intérêts de position, des intérêts corporatistes, n'importe quoi. Et puis, il faut voir le monde qui bouge à côté. Et je crois qu'il faut vraiment regarder ce qui se passe dans les pays où l'on va regarder les reportages, où l'on va faire des reportages, où on lit les articles. Il faut aller regarder là ça, pas avec une approche franco-française qui consiste à dire la France est une exception, ce serait une exception pour l'éternité. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Je crois qu'on a intérêt vraiment à voir ça. Et là, on a, au travers de tout ce qu'on appelle les pionniers ordinaires de la transition énergétique, j'aime bien ça, et j'ai fait les fautes parce que les pionniers ordinaires de la transition énergétique, ça donne lieu à un acronyme qui est quand même assez sympa, que ce soit dans le domaine du logement, de la formation, de l'accompagnement auprès des citoyens, enfin un certain nombre de choses que l'on va voir dans cette table. Tout ça est porteur d'optimisme et porteur de changement dans ce monde qui est. Je voudrais juste, pour finir ces introductions, rapporter deux propos qui ont été tenus par le ministre de l'Environnement allemand, Peter Altmaier, qui a été invité par le Conseil national du débat. Il a dit deux choses. Il a dit ce qu'on fait aujourd'hui en Allemagne au niveau industriel, c'est parce qu'il y a 30 ans, 40 ans, il y a des farfelus qui ont expérimenté des trucs auxquels personne ne croyait. Donc c'est très important
l'innovation, l'invention, et on a le droit de se tromper, on a le droit de réussir aussi bien sûr, mais on a le droit de tâtonner parce qu'on doit inventer quelque chose qui n'existe pas, et quand on invente quelque chose qui n'existe pas, on doit avoir de la liberté et de l'innovation, et c'est pour ça que une des attentes du débat, c'est aussi libérer les initiatives des entrepreneurs, que ce soit au niveau public, au niveau privé, au niveau associatif, au niveau coopératif. Il a dit aussi une autre chose, il a dit l'Europe a raté dans les années 80 la révolution de l'électronique. 70-80, c'était les Japonais. À l'époque, tout était japonais, vous vous souvenez, pour ceux qui peuvent se souvenir. Ensuite, il y a eu la révolution des microprocesseurs, des puces. Ça, c'était les États-Unis. Les Européens, dans les deux, ils ont regardé passer. Il dit aujourd'hui, c'est la nouvelle révolution des systèmes décentralisés et des renouvelables. En Europe, on a une chance. On a une longueur d'avance et donc cette révolution, ça doit être la nôtre, donc il faut voir ça aussi au niveau européen et on voit bien que le local et l'européen, ça va pas si mal ensemble. Merci Gérard. Donc j'ai bien compris, tous potes, pionniers ordinaires de la transition énergétique, tous experts. On va écouter maintenant 6 témoignages d'experts de 5 minutes chacun, en commençant par un témoignage d'un pari réussi à la fois techniquement et socialement sur du logement collectif, la réhabilitation d'un habitat qui était très loin d'être aux normes. Bernard Maillary de la société d'HLM La Dauloise. Donc comment avez-vous décliné la transition énergétique? Comment avez-vous monté ce projet et à quoi êtes-vous arrivé? Témoignage. Il me semble nécessaire de expliquer La Dauloise est un établissement social de l'habitat, filiale du groupement d'entreprises Impact, collecteur de 100% logement. C'est le plus petit bailleur social de Franche-Comté et de Bourgogne, certainement, parce que nous n'avons que 360 logements. Voilà. Et je salue au passage deux moteurs, puisque tous les bailleurs sociaux, nous sommes admis au sein de l'Union sociale de l'habitat. Celle de Franche-Comté est très active et très moteur dans le domaine de la rénovation énergétique. Je vois le directeur de l'Union sociale de Bourgogne qui participe aussi beaucoup et sont très très moteurs. Le monde social est très en avant. Pour moi, pourquoi je suis là? Tout d'abord, effectivement, je suis un bot, vous pouvez le dire à l'instant. Voilà. Et puis, notre ambition sur 360 logements, c'était de réhabiliter un tiers de notre parc en collectif qui était recensé comme énergivore, 400 kW. Et l'objectif que nous souhaitions atteindre, c'est ambitieux, c'est 400 kW, passer à 80. Le classe F, avec sa facteur 5. C'est pas très simple. Nous avons déjà fait un bâtiment en 2009 de 36 logements, un second qui vient d'être terminé il y a une année, et j'attaque un troisième bâtiment de 30 logements, c'est sous peu, le projet définitif est ici. Donc comment on est arrivé, comment on en est arrivé ici? Tout d'abord, comme tous les bailleurs sociaux, on a des immeubles des années 50. Le node était placé centre-ville, une belle hauteur, bonne exposition, pas de vis-à-vis, un bâtiment idéal à réhabiliter et surtout à ne pas déconstruire. Deuxièmement, un bâtiment vieillissant, peu accueillant. Au moment de la vacance, alors voilà, les premiers 5 jours d'une réhabilitation qu'il faut faire rapidement, de la vacance, le bâtiment de des imprimés, une naissance de la paupérisation. Seuls les gens qui ne pouvaient plus aller ailleurs venaient dans ces logements. Naissance des APL grandir, les RSA, les temps de surendettement arrivés. Ça nuit énormément à la mixité sociale. Les problèmes de développement de moisissure. Un des bâtiments, c'est juste après en ne chauffe plus, on développe les moisissures, donc on détériore le logement, les nuisances qui viennent derrière tout ça, la dégradation, et puis évidemment le bâtiment qui était très favorable, comme je vous dis, 400 kW. Un coût d'entretien très grandissant, et puis l'aspect social très clairement, une onde d'individu. Voilà, c'est vrai que les locataires avaient un peu d'individu. Face à cette situation, il fallait réagir, mais toujours en mettre mots, se dire contre la précarité énergétique. Donc il faut trouver la bonne recette, et pour une bonne recette, il faut des bons ingrédients. Le premier, c'est déjà l'engagement que vous faites ici, ce que vous faites en ce moment, c'est un engagement volontaire dans la démarche de développement durable. Et y croire réellement. Ces trois enjeux vraiment s'inscrivent dans le volet social, le volet environnemental et énergétique. Bien visé. Deuxièmement aussi, comme bonne recette, il y a faire du bien du premier coup. On ne va pas mettre 10 cm à l'heure. On ne sort pas l'échafaudage pour le remettre 3 ans après. Ça coûte très cher. On fait
quotidien du premier coup qu'on réalise tant sur le plan thermique et énergétique. Voilà. Et puis on va essayer d'inclure en même temps, en tant qu'affaire, sur le plan social, la sécurisation, l'handicap modeste, le PNR. On va essayer d'inclure tout ça, par petites choses. Ensuite, on va viser l'excellence, sans artifice et en s'arrêtant au suffisant. Là, je précise, sans artifice. Photovoltaïque, les Canadiens, moi, tout ça, on a un bâtiment, on a un existant, on va travailler avec ça. Et je dis bien aussi le juste suffisant. Un exemple, je ne vais pas mettre une ampoule de 100 watts alors que 40 watts suffisent. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va travailler? L'isolation de l'enveloppe des niveaux final, des menuiseries extérieures, l'étanchéité à l'air, très important, avec une ventilation de calcul. Ça, c'est vraiment pour lutter contre les moisissures. Des petits chaudières à limiter la condensation, c'est très simple avec les équipements de gestion, et puis l'électricité va se consommation. Ça, si vous voyez la petite sur le plan social, qu'est-ce qu'on va travailler? La maîtrise des charges liées à l'énergie, il faut vraiment lutter contre la précarité énergétique, la sécurisation, l'handicap modeste, la mixité sociale. Et sur le plan environnemental, tout simplement, faire un chantier propre, sans nuisance, tri des déchets, aussi la salubrité, tri des déchets ménagers maintenant, tri sélectif, du compostage. Et puis, on va travailler le comportement des gens, bien sûr, c'est le comportement qu'il faut travailler beaucoup. Voilà. Et puis, lorsque je parle aussi sur le plan environnemental, c'est le chantier propre, mais essayer de favoriser aussi l'emploi local des entreprises locales. Un autre ingrédient, bien connaître les attentes des locataires, ça ne peut pas se faire sans. Et puis surtout, le dernier, c'est trouver les bons acteurs. Les bons acteurs, c'est déjà des personnels de la société propre, de la SA-Valoise. Nous ne sommes pas nombreux, nous sommes que 6, c'est quelques faciles. Donc vraiment, les initier à la démarche de façon durable, tout le monde a un bon sens. Ensuite, trouver la qualité des études thermiques et mettre l'œuvre. Ce n'est pas toujours très simple, parce que là, on était en 2006. Ce n'était pas très simple de trouver des gens qui souhaitaient s'engager volontairement au même coût. Parce que dès qu'on parlait de l'EBC, c'était 12%. Le traditionnel, c'était 10%. Donc c'était très très difficile. Ensuite, les entreprises. Travailler, faire des logements de basse consommation, l'étanchéité à l'air, on ne sait pas faire, ça va coûter cher, des nouveaux matériaux, c'était très mal à trouver. Ensuite, ne pas oublier que les acteurs principaux, ce sont les locataires. Il n'y a pas. C'est incontournable. C'est les acteurs principaux. Nous avons travaillé avec eux en amont, pendant et après. Encore aujourd'hui, 5 ans, même le projet des sorties de terre il y a 3 ans, on est encore en train de travailler avec eux. Regarde, qu'est-ce qu'on a fait? On les a initiés à démarcher l'emploi durable. On leur a dit, certes, c'est pour votre maîtrise des charges, c'est sur votre portefeuille que ça va voir, mais on le fait aussi pour la planète. Donc, je ne pense pas pour protéger la planète et les consommations d'énergie. Bernard Maillary, finalement, si on applique votre recette gagnante, vous prouvez que tout ça est possible? Alors, je vais aller très vite derrière. Oui, c'est possible. C'est possible, donc. C'est possible. Les résultats, 2 ans après, plus de vacances sur l'ensemble du site. Les impayés, c'est insignifiant. J'appelle ça des retards de paiement. La fierté du locataire, elle est acquise. Les nuisances, 0. Une excellente mixité, une bonne entente. Ils ont l'ensemble d'un projet de tout et aujourd'hui on va raconter au bâtiment d'un côté. Une réelle valorisation de notre patrimoine, c'est pas négligeable. La maîtrise des charges est réussie. Vous avez un exemple, la facture de gaz, un T4 pour un jeune contribuable de 1800 €. Aujourd'hui, la facture de gaz, pour ce même logement, 3 ans après, elle est de 420 €. Dans les 420 €, il y a le gaz pour la cuisine, le gaz pour le chauffage, le gaz pour l'eau chaude. Ne pas oublier incompressible l'abonnement et les taxes sont pratiquement 200 €, pas moins de la moitié de la facture. Nous sommes acteurs parce qu'on a mis des équipements, mais aussi en travaillant avant avec les locataires, on les a initiés à mettre un mur, à arrêter d'être torse nu, à faire des économies déjà. Aussi, ils sont acteurs de cette discussion. Voilà. Et puis, ce qu'on a gagné surtout, c'est un regard serein sur l'avenir de l'air social. On s'est mis à l'abri des difficultés de location, parce qu'aujourd'hui, tout le monde va avoir le choix, et c'est celui qui fera l'effort d'aller à l'excellence, c'est celui-là qui va être mieux. Merci Bernard Maillary pour ce témoignage. Et pour
pour les éléments de cette recette gagnante. Je sais que l'exercice n'est pas facile, hein. 5 minutes pour faire tout un retour d'expérience, c'est pas simple. Laurent Arnaud, vous êtes directeur de l'ENSAM de Cluny, vous occupez un bâtiment qui est à la fois emblématique, qui à la fois accueille beaucoup d'activités d'enseignement, de recherche. Alors, est-ce que, occupant ce bâtiment de Cluny, vous pouvez commencer déjà par montrer l'exemple et tenter une réhabilitation énergétique? Ça, c'est la première partie de la question. Deuxième partie de la question, comment est-ce que vous faites intégrer, comment est-ce que vous arrivez à faire entrer cette transition énergétique dans les programmes d'une école, dans les programmes de formation initiale d'élèves ingénieurs à l'ENSAM? Ok, merci pour ces questions. Effectivement, en fait, on va avoir le séquencement de cette manière. Première chose, effectivement, ce qui caractérise relativement l'école des arts et métiers de Cluny, c'est déjà le site patrimonial et qui pose la question des bâtiments, un site patrimonial, comment les réhabiliter, comment les rénover, tout en ayant en tête la question énergétique. Donc, nous nous sommes appliqués à nous-mêmes en essayant d'avoir sur nos bâtiments une démarche qui soit exemplaire. Alors, le premier pas, il a été très simple, très pragmatique. Ça a été d'instrumenter, mesurer la dépense pour pouvoir la maîtriser. Et ça nous a déjà fait réduire nos consommations de 20%. Donc, effectivement, on partait de loin, c'est un petit résultat, mais il faut déjà le souligner, il est important. Et à partir de cet exemple-là, on a un certain nombre d'acteurs au niveau de l'école qui développent des solutions pour avoir une meilleure connaissance des énergies dépensées, pour se rendre compte qui pour moi est la première étape clé dans une démarche à la fois de transition, mais aussi de restriction, de diminution de la consommation. La deuxième chose, c'est que dans nos réalisations, parce qu'on a aussi un certain nombre de projets d'une halle, on va essayer d'être exemplaire en termes énergétiques pour montrer qu'en neuf, aujourd'hui, on sait faire des choses extrêmement performantes, et notamment, on va aussi diversifier et essayer d'utiliser du panneau photovoltaïque sur nos installations pour développer de nouvelles technologies. Ça, c'est la première étape qui est liée à notre bâtiment, mais ce n'est pas la seule. Le deuxième point que je voudrais développer, c'est la mission d'une école. Une école comme la nôtre, comme la mienne, c'est à la fois faire de la formation, c'est également mener des activités de recherche, mais également travailler sur la diffusion des résultats. Alors en termes de formation, nous sommes une école du génie mécanique et du génie électrique. Le premier point que je voudrais souligner, c'est qu'en Bourgogne, on a travaillé activement sur des grosses industries, et notamment nucléaires, et qu'il a été important que l'on soit basé en Bourgogne parce qu'il y avait toutes les entreprises pour développer cette activité. Cette base-là nous permet aujourd'hui d'utiliser nos savoirs en termes de mécanique et d'électricité pour investir de nouveaux domaines. Je vais prendre un seul exemple, étant donné que le temps est limité, c'est celui de l'éolien. On a des travaux d'étudiants, on a des enseignements, des projets de fin d'études qui portent sur l'amélioration de nouvelles techniques en termes d'éolien. Le deuxième point, toujours sur l'éolien, on travaille sur l'éolien individuel, et notamment sur les écoulements d'air, de manière à améliorer les rendements de ces dispositifs. Et le troisième point, toujours sur l'éolien, on parlait tout à l'heure de la loi, c'est aussi l'acceptabilité. On travaille en immersion virtuelle, on souhaite aller dans cette direction, travailler sur l'immersion virtuelle, de manière à montrer comment implanter des éoliennes et améliorer leur acceptabilité. Enfin, le dernier point, toujours sur l'éolien, en Bourgogne, puisqu'on travaille sur des champs offshore, on travaille aujourd'hui sur des roulements de très grande dimension. C'est de la mécanique de précision, de très haute précision, avec des matériaux extrêmement durables, et pour aller sur des champs d'éolien offshore, c'est-à-dire avoir des gros chiffres. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de grosses quantités d'énergie. Et là aussi, tous les développements en termes de mécanique qui ont été menés nous permettent aujourd'hui d'être leaders. Les seuls capables de réaliser des roulements de 50 mètres de diamètre aujourd'hui, ce sont les Japonais. Pour ne pas manquer le train que l'on a souvent regardé passer, eh bien, il faut aujourd'hui qu'on aille sur ces champs-là. Donc je vais parler un petit peu de formation et de recherche. Ce que je vais dire aussi en formation, en perdant le temps, c'est qu'on est dans un réseau de laboratoires.
où la Bourgogne est très présente, c'est le réseau Carnon, et on tient notre place, on ne travaille pas tout seul parce que tous les laboratoires doivent se fédérer autour de ces objectifs-là. On travaille également sur la formation des entreprises parce qu'on oublie souvent que quand on a fait de l'innovation, il faut que ce soit tout le tissu industriel des très petites entreprises aux très grandes entreprises qui puissent le diffuser. Dernier point sur cette deuxième partie, aujourd'hui, et on en a beaucoup parlé, le domaine du bâtiment est un domaine majeur. On oriente nos activités sur ce domaine de l'éco-construction. Là-dedans, dans l'éco-construction, il y a toute la valorisation du bois, des filières bois. On a vu tout à l'heure qu'elles existaient, mais elles ont du mal à se développer. Donnons aux filières bois des domaines d'intervention qui soient des domaines avec des fortes possibilités de développement. Et le domaine du bâtiment, en est un, il faut investir. Il faut structurer ces filières. Et pour ça, on travaille avec des partenaires locaux. Et je voudrais souligner là le rôle majeur que joue le Conseil régional Rhône-Alpes. Je viens de la région Rhône-Alpes, donc là-dessus c'est révélateur. Et c'est bien sûr le Conseil régional bourguignon. Mais également des associations locales de fédérations de filières. Je veux citer Construction et Bioressources pour la valorisation des bioressources dans le domaine du bâtiment. Dernier point, et très rapide, c'est, j'ai parlé des murs, j'ai parlé des missions, et je veux finir quand même avec les hommes. On forme des jeunes ingénieurs pour les techniques de demain, bien entendu. C'est très important, et c'est notre mission première. J'aurais dû commencer par ça, mais je veux terminer par ça. Mais ce n'est pas uniquement nos étudiants, bien entendu, on les forme pour ces domaines, et pour qu'ils aillent dans les entreprises. Mais c'est également des enseignants, des administratifs au sein de l'école. Et je voudrais signaler un certain nombre d'opérations, et notamment d'un de nos enseignants. Et on va accueillir en juin prochain, je crois que c'est 5, 6, 7, le séminaire DEPOS pour le réseau national des énergies et territoires ruraux et la réduction de l'empreinte énergétique. Notre école est aussi le vecteur pour l'organisation de salons ou de manifestations remarquables dans le domaine de l'énergie et de la transition. Merci Laurent Arnaud pour ce témoignage. Merci d'avoir à peu près respecté les charges des 5 minutes. Vous avez dit beaucoup de choses, donc effectivement je vous confirme, le colloque territoire énergie positive, c'est bien 5, 6, 7 juin. Et je vous précise que la journée de conclusion de ces 3 mois de débat lancés ce matin au cours de cette conférence de lancement prendra place effectivement le 7 juin. Merci Laurent Arnaud d'avoir fait le lien aussi entre toutes ces filières, d'avoir fait un peu le grand écart entre génie mécanique et électrique appliqué au pôle nucléaire bourguignon et puis les énergies renouvelables, en allant même jusqu'à la filière bois. Vous êtes pourtant pas forcément une école connue pour toutes ces activités sur la biomasse, même si vous étiez plutôt sur le bois d'œuvre de longue date. Merci d'avoir fait le lien. Et puis vous avez parlé de la formation pour alimenter le tissu industriel. Juste après le témoignage de Ziad Farhat, on écoutera un industriel nous dire combien il a besoin des jeunes élèves ingénieurs que nous formons. Alors, Ziad Farhat pilote les activités d'animation et de transition écologique chez Synergence. C'est une société qui a été créée à Dijon en 1981. Elle est spécialisée sur les enjeux de développement durable et notamment pour accompagner les évolutions de comportement. Ce sujet si délicat de notre rapport à l'énergie et de l'évolution du comportemental, tous les ingénieurs travaillent sur le bâtiment, travaillent sur les objets, travaillent sur les systèmes, font de l'efficacité des composants, des produits et des systèmes, et ça ne sert à rien si derrière il n'y a pas une action sur les comportements. Alors Ziad Farhat, Synergence, quel est votre retour d'expérience, quel est votre témoignage, et comment vous avez travaillé d'un côté avec les collectivités, de l'autre côté avec des grandes entreprises organisées en réseau, pour faire évoluer ces comportements. Merci Monsieur Rocher. Tout d'abord, on est reconnaissant de nous, Agence bourguignonne, de pouvoir participer au débat sur la transition énergétique. Ce qui nous intéresse depuis la création de notre agence, c'est bien l'accompagnement du changement des pratiques, à la fois en milieu professionnel et en milieu personnel et privé. Et pour nous, quand on parle de transition énergétique, quand on sait que plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre sont liées notamment à nos actes quotidiens, l'important c'est de massifier l'engagement et le changement des pratiques, et c'est ce changement d'échelle qui nous intéresse. Pour qu'il y ait changement d'échelle, ce qu'on a pu constater, c'est que la transformation des pratiques, elle doit être accompagnée et elle doit être animée au quotidien.
Et donc je vais vous présenter d'autres projets qui, je crois, peuvent apporter des éléments au débat sur la transition. Un premier retour d'expérience sur des activités professionnelles et un autre qu'on est en train de mener sur les activités personnelles avec les ménages. Donc, sur la logique des activités professionnelles, je vais prendre l'exemple de McDonald's. McDonald's, c'est une ancienne qu'on accompagne depuis 2006 sur un projet de développement durable global et qui lui a permis, entre 2005 et 2012, de réduire de 35% ses émissions de gaz à effet de serre sur son périmètre. Pour arriver à ces chiffres colossaux, qui montrent qu'on peut atteindre des objectifs élevés sans bouleverser la dynamique économique d'un acteur, on a mis en place un réseau qui s'appelle Eco-Progress depuis 2008 et qui permet à un référent environnement dans chaque restaurant de piloter des actions environnementales pour réduire justement les impacts de l'émission de gaz à effet de serre, déchets, eau, etc. Ce réseau, il est animé au quotidien chez Synergence par 4 personnes qui s'appuient notamment sur une interface en ligne. Cette équipe, elle s'appuie sur l'interface pour former les référents, pour les accompagner, mais aussi pour créer du lien. Un exemple qu'on reprend assez souvent, c'est qu'il y a un référent qui a spontanément valorisé les huiles usagées pour faire du biocarburant, Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que ce référent, on l'a mis en lien avec d'autres restaurants pour lesquels il y avait une possibilité de mettre en place cette action. Et aujourd'hui, partant d'une initiative plutôt isolée, ça représente 7000 tonnes valorisées d'huile usagée par an. Au-delà des chiffres, nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer qu'avec une équipe de 4 personnes, on peut animer un réseau de 1200 référents qui eux-mêmes mobilisent dans les restaurants 60 000 équipiers pour piloter les actions environnementales. Alors, sur la logique plutôt des activités privées, on est en train de monter une expérimentation territoriale pour mobiliser les ménages à grande échelle. On accompagne depuis 6 ans les plans climat et les collectivités dans l'élaboration des plans climat. On accompagne notamment le Conseil régional de Bourgogne sur l'élaboration de son plan climat. Et on constate que les temps d'élaboration sont plutôt mobilisateurs, mais on a du mal à faire perdurer la mobilisation des acteurs, notamment au moment de mettre en œuvre les plans climat, et notamment de porter les actions issues de ces plans climat. On constate aussi qu'il y a des innovations sur les changements des pratiques qui fonctionnent, mais plutôt à petite échelle. On a entendu parler de la famille à énergie positive. Il y a pas mal d'initiatives qui fonctionnent, mais quand on parle de changement d'échelle, pour le moment, on ne constate pas dans les territoires une innovation qui nous a permis de toucher un pourcentage massif de la population. Et donc de ce constat et de la réussite qu'on a eue dans l'animation du réseau de référents, on s'est posé la question de comment massifier le changement des pratiques. Et donc là, il faut vraiment sortir d'un environnement professionnel, hiérarchisé, sécurisé comme Colette McDo. Et donc on a construit avec l'ADEME Bourgogne et Energy Cities un projet expérimental qu'on a appelé la preuve par 20. L'idée étant que dans 20 territoires, on puisse faire la preuve que les 3 fois 20 européens sont atteignables. Et donc on a structuré le projet autour de points forts de nos expériences et on l'a adapté aux logiques des territoires. On met à disposition une équipe d'animation qui travaille avec le plan climat dans les collectivités. Cette équipe, elle ira solliciter des relais, des acteurs relais qui peuvent mobiliser des acteurs qu'on a du mal à toucher. Ça peut être des EIE, ça peut être des bailleurs sociaux, ça peut être des chargés de mission, des chambres consulaires, etc. Et on adosse à ça une plateforme interactive de calcul d'impact qui a des fonctionnalités également de communauté de pratique, de réseau social, qui permet à chacun d'avoir un plan d'action propre et à la collectivité de pouvoir compiler l'ensemble des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui ont pu être faites par l'engagement de tous les acteurs. Ce projet expérimental, il se positionne vraiment comme un multiplicateur, comme un agrégateur des initiatives qu'on peut constater dans les territoires et qui fonctionnent. En conclusion et brièvement, je voudrais rappeler que aujourd'hui, le territoire bourguignon se positionne comme pionnier sur ce type de dispositif. La preuve par 20 sera déployée dans différents territoires en Bourgogne. On a aussi d'autres entrées possibles, et là plutôt par l'entrée usagée, pour accompagner le changement des pratiques. On accompagne par exemple le Conseil général de Côte d'Or pour animer le réseau de gestionnaires des collèges, pour mettre en place des actions environnementales dans le cadre de leur agenda permanent. Et puis il y a quelqu'un aussi qui est ici, on va travailler avec eux pour mobiliser les usagers du réseau de chaleur à Dijon, toujours autour de ces questions d'économie d'énergie. Voilà, tous ces projets ils ont un but commun, faire la preuve que les collectivités elles ont un intérêt à investir dans une ingénierie sociale massive pour permettre une démultiplication aussi massive des comportements. Et on est persuadé chez nous à Synergence que c'est par l'évolution des comportements que le combat environnemental pourra être gagné. Merci Zafar. Bravo pour ce respect du pays. Puisque vous venez d'évoquer la massification des changements de pratiques et l'expérimentation sur le réseau de chaleur de Dijon, on va donner tout de suite la parole à Hervé Monin,
qui est directeur commercial adjoint pour la Bourgogne chez Dalkia. Donc vous êtes une société de services qui intervient généralement au bout de la chaîne. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Et comment vous allez travailler sur cette massification des changements de comportement? Alors oui, effectivement, donc Dalkia, on ne peut pas vous faire non plus une présentation très large de Dalkia, mais effectivement, on est un acteur qui intervient dans différents domaines d'activité, notamment, on a entendu parler ce matin sur les réseaux de chaleur, un acteur à la fois dans sa construction mais dans son exploitation. On propose également, parce qu'on fait partie aussi des sociétés de services liées à l'efficacité qu'on appelle les SS2E en France, et on propose des contrats d'exploitation mais un peu plutôt complets avec des engagements sur des niveaux de consommation atteints. Et puis effectivement on travaille aussi sur le segment des utilités industrielles aussi, où il y a un vrai levier en termes d'économie d'énergie. Donc, juste avant de reparler sur les contrats d'exploitation qu'on peut proposer au sein de Dalkia, vous avez fait le lien avec le réseau de chaleur sur Dijon. Et effectivement, dans mon intervention d'aujourd'hui, je voudrais faire un petit focus sur la transition écologique qui est attendue. Effectivement, ce réseau de chaleur qui est en train de se construire et qui sera mis en service au 1er octobre 2013. C'est quand même 30 km de réseau, 20 000 équivalents logements qui seront raccordés sur ce réseau de chaleur, dont les premiers travaux ont déjà été effectués par le Grand Dijon, notamment, dans le même temps que les travaux du travail. Ce réseau de chaleur, donc, ce qui est remarquable, c'est sa couverture en termes d'énergie renouvelable. Localement, l'usine de génération de par le process a encore de la chaleur disponible qu'on réutilisera, qu'on valorisera, et qui sera réinjectée sur ce réseau de chaleur. Et en appoint aussi sur la partie énergie renouvelable, on va mettre en place effectivement une chaufferie bois pour assurer donc 80% de couverture sur ce réseau de chaleur. Donc, au total, donc, 37 000 tonnes de CO2 évitées. Avec notamment aussi un accompagnement, bien sûr, à l'ADEME, dans le cadre des fonds de chaleur, qui subventionnent en partie ce genre de projet. Donc l'intérêt pour l'usager au final, c'est une stabilité des prix, en évidence, parce qu'effectivement on s'efface un petit peu beaucoup, d'ailleurs de 80% par le mix énergétique renouvelable, donc on s'efface de la consommation d'énergie fossile. Et puis ce réseau de chaleur permet de faire bénéficier à l'usager final d'un taux TVA réduit. Au global, une démarche qu'on peut faire auprès des différents sites raccordables sur le réseau de chaleur, c'est quand même pour l'usager final 20% d'économie sur sa facture énergétique. Et effectivement, comme le soulignait Synergence aussi, il ne faut pas consommer l'argent. Mais il y a toute cette partie de livraison de chaleur à moindre coût, par rapport à un fonctionnement plutôt lié à l'énergie fossile. On est un peu plus loin dans la démarche, on est bien sûr partenaire dans cette démarche, et d'aller à la réduction de la consommation au final de l'usage. Ça aussi, c'est dans ce cadre-là qu'on va intervenir. Donc notre enjeu, en tout cas pour ce réseau de chaleur, le Dijon Énergie, compte tenu c'est de réduire en fait les points, les puissances appelées tout au long de la fourniture de chaleur au cours de l'année. Donc minimiser les consommations auprès des usagers, pour nous ça nous permettra aussi d'optimiser nos moyens de production et de ne pas engager à un certain moment dans la journée trop de pour produire cette chaleur. Et sur la partie plutôt transition énergétique, donc on est sur du mégawattheure évité, économisé en tout cas. Donc, sur la partie société de services liée à l'efficacité énergétique. Donc, il y a deux volets possibles sur cette partie-là. Un volet qui est lié plutôt pour vous, collectivité, sur ce qu'on appelle les contrats de performance énergétique, le CPE, qui permet à la fois de travailler sur les équipements déjà en place et d'en mettre des plus performants,
mais d'intégrer aussi dans notre démarche toute l'enveloppe, le bâti, mais aussi d'aller jusqu'à la réduction des besoins au niveau des usages auprès des usagers de CO2. Donc, un petit focus sur ce CPE, par exemple, même si ce n'est pas dans la région, je veux quand même le citer. Donc, on a un contrat partenariat depuis quelques années avec la ville de Montluçon qui s'est lancé dans cette aventure. Donc, c'est un contrat qui concernait 94 sites et puis deux structures communautaires dans lequel effectivement on intervient à la fois pour rénover les installations de production existantes. On revient un peu sur le mix énergétique. Donc au cas par cas, on a mis en place de la biomasse, du solaire, des pompes à chaleur, avec des générateurs plus performants, effectivement. Mais on va un peu plus loin en termes d'amélioration. On ne reste pas au système de production, mais on va aussi au système de distribution, où il y a aussi un gros potentiel en termes d'économie d'énergie. Dans le réseau de distribution, dans les prestations d'équilibrage au niveau des différents réseaux de distribution de chaleur à l'intérieur d'un bâtiment. Et puis on équipe ce bâtiment pour le rendre un peu intelligent, pour qu'on puisse le piloter au mieux et optimiser ses consommations d'énergie. Donc, sur ce simple exemple, sur Montluçon, par exemple, ce qu'on constate depuis plusieurs années maintenant, c'est une économie moyenne de 17% par rapport aux consommations initiales à notre arrivée. Donc c'est un peu plus de 500 tonnes de CO2 évitées. Et puis, donc ce gain moyen par bâtiment nous a permis d'économiser pour certains bâtiments énergivores plus de 38% de leur consommation d'énergie. Merci Hervé Monin pour ce témoignage. Alors, vous venez d'avoir un témoignage à la fois sur réseau de chaleur, donc chaleur renouvelable et puis efficacité énergétique, le dernier exemple présenté, avec contrat de performance énergétique. C'est ô combien difficile, contrat de performance énergétique, ô combien difficile à mettre en place. On va avoir deux exemples maintenant, un sur électricité renouvelable et puis pour terminer, un sur efficacité énergétique dans le bâtiment. Alors on a parlé des industriels tout à l'heure, on a parlé avec l'ENSAM de la formation des compétences, ces industriels qui réclament toujours plus de visibilité et de stabilité, on va leur demander maintenant quelle est leur vision. Le président Patria a rappelé ce matin le chiffre réaliste de 250 000 emplois. Jean-Pierre Gorgé, vous êtes président de Francéol, président de Pélican Venture, ancien délégué au PMI. Donc vous représentez à cette table ronde, vous êtes plutôt là avec votre casquette de président de Francéol qui regroupe SIAG, anciennement SIAG Le Creusot et puis Séol Dijon. Je l'ai aperçu, il est là-bas dans la salle. Est-ce que ces emplois énergie renouvelable, est-ce que ces emplois de l'efficacité énergétique, est-ce que ces emplois de la transition énergétique sont bien là? Quelle est la vision de l'industriel? Oui, donc nous avons créé Francéol il y a maintenant environ 2 mois. Il y a un mois, eu le plaisir de la visite de M. Montebourg qui s'intéresse évidemment à la sauvegarde, à la préservation de l'emploi industriel dans notre pays. Comme vous l'avez dit, donc, nous avons 2 filiales maintenant. L'ancien Séol qui se trouve à quelques kilomètres d'ici et que certains d'entre vous connaissent certainement. Donc qui en fait roule des tôles avec lesquelles on fabrique les mâts d'éoliennes. Deuxième société donc, qui a la même activité, qui se trouve au Creusot, l'ancienne Tiers France, qui fait la même activité. Nous pouvons produire annuellement environ 150 mâts d'éoliennes. Donc ceci est à comparer à ce qui s'installe en France, environ 250 à 300 en ce moment. On espère que, ça viendra d'ailleurs que le marché va redémarrer assez rapidement, puisqu'en ce moment nous sommes dans un creux en matière d'implantation d'éoliennes nouvelles. Alors, le titre de mon intervention, comment sauvegarder l'emploi industriel dans un secteur émergent, pourrait paraître a priori comme relativement peu ambitieux, puisque les secteurs émergents devraient pouvoir au contraire l'emploi se développer assez facilement, être dans une dynamique de croissance, et alors que là, on semble poser le problème d'une manière un peu défensive. Il s'agirait d'abord de préserver l'emploi. Et pourtant, malheureusement, c'est un peu vrai, puisque en réalité, les 2 entreprises qui composent aujourd'hui Francéol sont 2 entreprises qui, chacune pour des raisons qui lui sont propres, ont connu de graves difficultés et ont failli disparaître. Donc l'ancienne société Séol a connu des difficultés qui sont
sont liées pour une bonne part, je dirais, à une insuffisance de fonds propres et qui, en une période un petit peu difficile, a conduit l'entreprise à déposer son bilan. L'autre entreprise, donc, Le Creusot, donc l'ancienne SIAC France, je dirais, a peut-être, elle, connu de graves difficultés qui ont également conduit à sa mise en redressement judiciaire à la suite d'un comportement relativement indélicat de son actionnaire, mais je n'insiste pas là-dessus. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous avons depuis 2 mois repris ces 2 entreprises. Notre premier travail, puisque moi je suis moi-même un industriel, qui vient d'ailleurs de la fonction publique, j'ai technicien industrie longtemps, donc je connais un peu l'administration, même pas mal. Eh bien, il faut d'abord que nous fassions notre travail industriel qui est d'optimiser les conditions de fonctionnement de ces 2 entreprises, faire jouer les synergies entre elles, optimiser nos organisations, améliorer la gestion, puisque nous sommes dans des secteurs où nos grands clients sont les grands producteurs mondiaux d'éoliennes, Vestas, Nordex, Enercon, Repower, donc qui sont des grands groupes. Alstom et Areva aussi. Ouais, alors Alstom et Areva, je dirais, ils se réservent plutôt pour l'éolien offshore. Donc on réfléchit à ce développement. Pour l'instant, ils ne sont guère présents en tant que producteurs d'éolien terrestre en France. Ils le sont indirectement à la suite de rachats d'entreprises qui ont pu être faites dans un passé assez récent, mais ce ne sont pas les principaux acteurs aujourd'hui encore sur le marché français. J'espère qu'ils le deviendront sur le marché offshore, dans la mesure où celui-ci, comme je l'espère, décollera dans les années qui viennent et aussi rapidement que possible. Alors, donc nous avons fait notre devoir d'industriel, et de ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, on peut dire que nous avons sauvé, d'une certaine manière, préservé les emplois industriels, sachant qu'il n'y a pas d'autres producteurs de mâts d'éolien en France que les 2 entreprises qui composent maintenant Francéol. Mais, puisque, pour dire très simplement, nous étions les seuls repreneurs auprès du tribunal de commerce, alors soit inconscience de notre part, soit absence de motivation de la part de repreneurs possibles. D'ailleurs, beaucoup de gens nous ont expliqué qu'on était bien courageux de reprendre ces entreprises. J'ai eu personnellement l'habitude de reprendre une grande expérience de la reprise d'entreprise. Je crois que le pari que nous avons fait est un pari que nous allons gagner. Dans le court terme, en tout cas, il est gagné. Les 2 entreprises fonctionnent à nouveau et de manière correcte, avec de la charge. Pour que ce succès soit autre chose que, je dirais, il ne suffit pas de sauver les emplois pendant quelques mois, mais encore faut-il que ce soit construire quelque chose qui soit durable et pérenne. Et pour ceci, il faut 2 conditions. Il faut évidemment que les entreprises soient bien gérées, ça s'assoit, mais il faut également qu'il y ait un marché. Donc il faut qu'on construise en France des éoliennes. Première chose, et deuxièmement, que ces éoliennes fassent appel à des composants français, et le mât est un des composants essentiels d'une éolienne. Alors en ce qui concerne le marché français, il est assez déprimé, et les hypothèques ne sont pas encore complètement levées. Il a été dit tout à l'heure qu'il fallait à peu près 8 ans pour aller d'un projet éolien à la mise en service d'une éolienne. Beaucoup de pays sont dans des délais qui se comptent en 1 ou 2 ans, voire même quelquefois moins. On a dit qu'il fallait être prudent dans cette implantation, c'est vrai, mais en réalité, on constate qu'il y a une espèce on ajoute à un temps industriel dans lequel ce qui compte, c'est la journée. Dans nos livraisons, si on a une journée de retard, on a des pénalités souvent très importantes. Et en revanche, avec un temps administratif ou un temps de gestion de projet, qui a une composante judiciaire, bien souvent, parce qu'il y a des recours très fréquents sur des champs d'éoliennes, et qui, eux, prennent des années. Donc il y a une espèce de juxtaposition de 2 temps qui me paraît absolument très, très difficile à admettre, mais c'est ainsi. Et ceci explique sans doute que le virage de l'énergie éolienne, sur le plan industriel, on a un petit peu raté en France, en tout cas l'éolien terrestre, puisque toutes les grandes entreprises éoliennes sont maintenant étrangères. J'ajouterais, pour changer, qu'il y a maintenant dans le classement des 10 premiers producteurs d'éoliens mondiaux, il y a maintenant 4 Chinois depuis cette année. Alors, donc il faut donc qu'il se fasse des éoliennes en France. Pour ça, il faudrait arriver à diminuer ce temps d'instruction, bien entendu. Il faut également que le tarif de rachat, et ça c'est le plus important, le tarif de rachat de l'électricité produite par ces éoliennes soit connu, soit fixe et soit stable. Faute de quoi les projets existent, mais ces projets sont gelés aujourd'hui parce qu'ils ne trouvent pas les financements. Une banque va avoir énormément de mal à financer un projet d'éolien si elle ne sait pas comment ce projet va pouvoir s'amortir, comment la banque va récupérer les crédits qu'elle a fait, dès lors que les prix de rachat de l'énergie ne sont pas garantis par la aujourd'hui, pour des raisons administratives et européennes aussi. Il est donc fondamental que cette hypothèque qui pèse sur toute l'industrie éolienne et sur les projets français en particulier soit levée le plus rapidement possible. Et quand je dis le plus rapidement, c'est vraiment
à l'horizon de quelques mois maximum, faute de quoi, je dirais, ce que j'espérais être la belle aventure de France Éoliennes, de tourner court. Donc le deuxième point, une fois qu'on fait des éoliennes en France, encore faut-il que celles-ci aient des composés français. Là-dessus, je pense que les développeurs de projets, je dirais les collectivités locales, etc., chacun a peut-être joué un rôle pour donner le sentiment aux constructeurs d'éoliennes qui peuvent être retenus pour travailler sur des champs français, et bien que ceux-ci fassent appel à une composante française. Nous sommes une partie importante, il y en a d'autres, mais nous sommes peut-être, je dirais, en valeur dans le coût d'une éolienne, la partie la plus importante qui est fabriquée aujourd'hui en France. Si ces deux conditions sont remplies, je ne doute pas que, bien entendu, les emplois que nous avons effectivement préservés dans le court terme ne soient sur le long terme et que même nous puissions avoir des développements importants dans le futur sur ce sujet. Merci Jean-Pierre Gorgé pour ce témoignage. J'ai vu beaucoup de regards dubitatifs dans la salle pendant que vous parliez de ce qui pesait sur l'avenir de la filière éolienne. Juste pour préciser, il y a bien un tarif de l'obligation d'achat concernant l'éolien en France, autour de 82 et quelques euros par mégawattheure. Il se trouve simplement qu'en 2008, le gouvernement français n'a pas notifié à Bruxelles le fait que ce soit une aide d'État et que donc le Conseil d'État a été saisi. Ne sachant pas répondre, il a transmis ça, il a passé la patate chaude à la CJE, la Cour de justice de l'Union européenne, et ça fait effectivement plusieurs mois maintenant que l'on attend le verdict qui vraisemblablement à 9 chances sur 10 dira que c'est bien une aide d'État puisque c'est sur la contribution au service public de l'électricité que ce tarif d'achat est pris et que c'est bien l'État au travers des conseils de la CRE, Commission de régulation de l'énergie, qui fixe ce montant, 13 euros par mégawattheure à partir du 1er janvier 2013. Donc pendant ce temps-là, les industriels n'arrivent pas à vendre des mâts puisque les développeurs n'arrivent pas à faire financer leurs projets. Voilà exactement la situation. Merci de l'avoir rappelé. J'ai noté quand même 150 mâts par an sur un total de 250. Juste pour précision, oui, on a à peu près 11 500 MW d'éolien à continuer à installer d'ici 2020 par rapport aux 19 000 MW de l'objectif du Grenelle de l'environnement, ce qui voudrait dire 1600 MW par an. On n'en a fait que 875 en 2011 et 756 en 2012. Donc on est à la moitié chaque année de ce que l'on devrait installer, d'où les craintes de l'industriel. Un dernier témoignage, c'est Yvan Perrin, il est co-gérant du groupement d'entreprises Bâtiment Morvan Nature. Donc on va changer de sujet pour passer cette fois-ci à l'habitat durable, à la maison Ossature-Bois. Vous êtes créateur et gérant des Charpentiers du Morvan, vous êtes fabricant de bâtiments à Ossature-Bois depuis 1998. Alors, quel est votre retour d'expérience, quelle est votre vision du secteur et pourquoi, en plus de votre activité Charpentier du Morvan, avoir créé ce groupement d'entreprises Bâti Morvan Nature? Quel était l'objectif, quel est le bilan aujourd'hui? Alors, le constat que j'ai fait, effectivement, étant fabricant de bâtiments Ossature-Bois depuis 1998, la réglementation thermique applicable depuis 2005 étant pour une fois, je dirais, dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on va dans le sens qualitatif du bâtiment et pas dans le sens régressif, il fallait absolument arriver à travailler en commun, en synergie, avec toutes les entreprises liées au bâtiment. Parce que jusqu'à présent, les entreprises du bâtiment, jusqu'au 31 décembre 2012, avaient juste seulement une obligation de moyens. Et maintenant, depuis le 1er janvier 2013, on a une obligation de résultat. Donc, moi j'ai toujours été un petit peu dans le domaine précurseur, un petit peu en avance sur certains autres collègues, où je sentais effectivement ce besoin de créer des synergies, un petit peu comme il s'est dit déjà sur plusieurs autres acteurs, pour qu'on travaille vraiment en commun et qu'on ait nos habitudes, qu'on n'ait pas à chaque fois, comme il se fait en marché public, des entreprises séparées qui après se découvrent sur le chantier. Donc là, l'idée, c'était de créer un groupement d'entreprises sous un critère de coopérative artisanale de production. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, Bâtiment Morvan Nature est un groupement de 11 artisans qui peut permettre à ses clients de livrer des bâtiments, soit des bâtiments individuels ou tertiaires ou collectifs, en clé en main. L'avantage, je dirais, pour le client final, c'est qu'il n'a qu'un interlocuteur administratif. Et pour les entreprises, c'est pareil, chaque entreprise, pour elle, le client, c'est pas l'utilisateur final, c'est la coopérative. Donc, le fait aussi de travailler comme ça en synergie
nous permet, aussi bien en partant du terrassier, du maçon, du charpentier, du plâtrier, du menuisier, de l'électricien, tout ça, d'avoir nos petites habitudes, de pas à chaque maison ou à chaque bâtiment se repose la question comment on va faire ça, comment on doit faire ça, etc. Je dirais ça devient un petit peu, je dirais c'est un peu comme l'eau qui coule dans les rivières, ça devient facile. Maintenant, étant donné qu'on a en plus une obligation de résultat maintenant, on sait qu'on doit être conforme pour les bâtiments où les permis de construire sont déposés depuis le début de l'année, donc ce n'est pas encore des bâtiments qu'on a commencé, mais qui vont venir dans les mois à venir. On est obligé de respecter la réglementation RT 2012, donc avec un certain niveau de consommation énergétique au mètre carré par an, et donc aussi est obligé de concevoir en amont, ça c'est la partie un petit peu des architectes, de concevoir en amont des bâtiments qui soient, ne serait-ce que déjà dans leur orientation sur un terrain, qui puissent déjà naturellement utiliser les énergies qui viennent naturellement de l'extérieur, sans se mettre par exemple toutes les ouvertures au nord, etc. Ça c'est des petits points. Et nous derrière, en tant qu'entreprise, on est là pour mettre en œuvre une coque qui soit performante énergiquement, qui soit étanche à l'air, et qui est vraiment un critère de qualité, je dis bien un critère de qualité, qui est défini par une réglementation thermique. Donc au jour d'aujourd'hui, on sait faire, via notre groupement, assez facilement des bâtiments qui étaient anciennement conformes à la norme BBC. Au jour d'aujourd'hui, on est amené à faire des bâtiments qui vont aller au-delà du RT 2012 et à la future RT 2020 qui va être des bâtiments, on va dire passifs, voire producteurs d'énergie, à produire plus d'énergie que j'en consomme. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je vois au niveau de mon entreprise, on travaille sur un des tout premiers appels à projets de la région en certifié passif, qui est un centre social pour la commune d'Arnay-le-Duc, qui est en phase, je dirais, actuellement le bâtiment est complètement fermé, pas encore étanche à l'air parce que les plaquistes sont dedans, mais ça ne va pas tarder. Et effectivement, c'est quand même valorisant de pouvoir travailler dans des bâtiments comme ça, où toutes les entreprises travaillent maintenant en commun et non pas chacun de leur côté. Et le but de ce groupement d'entreprises, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à grouper toutes les compétences et les savoir-faire de chaque individu, à chaque entreprise, dans un seul groupement qui puisse permettre de livrer des bâtiments qui soient effectivement conformes à ce qui est la réglementation thermique et puis dans le but que le client final ne lui coûte pas trop cher au niveau consommation d'énergie dans le fonctionnement. Voilà un petit peu le but du groupe. Merci Yvan Perrin pour ce témoignage.